Module 1, les bases. Pourquoi le cancer est un problème de santé publique dans le monde? Eh bien, c'est parce qu'en 2018, 18 millions de nouveaux cas ont été diagnostiqués, avec une légère prédominance du cancer chez les hommes par rapport aux femmes. Dans la population générale, les 3 cancers qui arrivent en tête sont le cancer du poumon, suivi de très près du cancer du sein, et le cancer colorectal arrive en 3e position, avec 10% des cancers. Quand on regarde le classement maintenant chez l'homme, c'est le cancer du poumon qui garde la première place, suivi en 2e position du cancer de la prostate, et le cancer colorectal est à 10% à nouveau. Chez la femme, cette fois-ci, le premier cancer, c'est le cancer du sein, c'est tout de même 1/4 des cancers chez la femme, et le cancer colorectal est en 2e position. Le cancer du poumon est en 3e position, mais il faut savoir que son incidence a tendance à augmenter, et il est probable que dans les années à venir, le cancer du poumon surpasse le cancer colorectal. Alors, si les chiffres vous parlent plus que les pourcentages, le cancer colorectal, c'est 1 800 000 nouveaux cas en 2018. Ce qui est intéressant sur ce tableau, c'est de voir en proportion le nombre de décès survenus la même année. Pour le cancer colorectal, c'est 800 000 décès en 2018. Là aussi, il est intéressant de voir en comparaison avec des cancers plus meurtriers et des cancers moins meurtriers, par exemple le cancer de la prostate, 1 300 000 nouveaux cas en 2018 et seulement, si je puis m'exprimer ainsi, 350 000 décès. A l'inverse des cancers très meurtriers comme le cancer du poumon ou le cancer du pancréas à l'extrême, vous voyez que le cancer du pancréas, il y a 460 000 nouveaux cas en 2018 et 430 000 décès la même année. Et on peut dire qu'une majeure partie des patients qui ont été diagnostiqués en 2018 sont décédés la même année. Si on examine le taux d'incidence du cancer colorectal dans le monde en fonction des continents, des sous-continents, on voit que le taux d'incidence est très élevé en Europe, que ce soit en Europe du Sud, en Europe de l'Est, du Nord. Il est également très élevé en Australie, en Nouvelle-Zélande, un peu moins élevé en Amérique du Nord. Et puis vous voyez qu'en Asie, en Afrique, le taux d'incidence chute franchement. Et c'est probablement expliqué par des facteurs environnementaux. On le verra plus tard dans le topo. Maintenant, qu'en est-il en France ? Le nombre de nouveaux cas en France était de plus de 380 000 en 2018. Là aussi, une légère prédominance chez l'homme par rapport aux femmes, comme dans le monde. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que le classement chez la femme reste le même, c'est-à-dire que le cancer du sein prédomine, suivi du cancer colorectal et du cancer du poumon. Par contre, c'est un tout petit peu différent chez l'homme, puisque chez l'homme, le premier cancer, c'est le cancer de la prostate, suivi du cancer du poumon et du cancer colorectal. Alors, qu'est-ce qui explique cette différence? C'est sans doute pas qu'il y a plus de cancer de la prostate en France que dans le monde, c'est juste qu'en France, on a une tradition de dosage du taux de PSA pour le dépistage, alors que je vous le rappelle, ça n'est pas une attitude validée. Le dépistage du cancer de la prostate n'a pas prouvé son efficacité dans la baisse de l'incidence de la mortalité par cancer de la prostate. Ça a été prouvé par 2 méta-analyses qui remontent maintenant à quelques années. Mais malgré ça, on a encore une tradition de dépistage en France qui a tendance à baisser au fil des années, mais qui existe toujours. Donc ça explique que le cancer de la prostate soit passé devant le cancer du poumon dans le classement. L'âge médian au diagnostic, c'est 67, 68 ans. La prévalence, alors qu'est-ce que c'est que la prévalence? C'est le nombre de cancers chez des adultes de plus de 15 ans. Et j'entends par là les cancers actifs, mais aussi les cancers en rémission, voire même les cancers guéris. Si on compte tous ces cancers, eh bien on note 3,8 millions de nouveaux cas, ça fait à peu près un Français sur 15. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette campagne de publicité, ça va peut-être plus parler aux Parisiens, mais il y a eu un moment où dans les rames de métro et aux arrêts de bus, il y avait écrit « Dans cette rame, 2 Français sont atteints de cancer » ou « À cet arrêt de bus, 1 Français est atteint de cancer ». Eh bien, cela découle de ce chiffre de 3,8 millions. Alors j'imagine, comme moi, que vous avez des gens dans votre entourage, que ce soit votre famille, vos amis ou même vos patients, qui vous disent « Mais c'est incroyable, il y a de plus en plus de cancers en France, c'est évident. » La réponse est oui. Il y a plus de cas de cancer, mais maintenant il faut savoir pourquoi. La première raison, évidemment, est liée à l'augmentation de la population générale. Il va de soi que plus on est nombreux,
et plus il y a de cancer, c'est évident. La deuxième raison, elle est liée au vieillissement de la population. Là aussi, il est certain qu'on a plus de risques de faire un cancer quand on a 85 ans, 87 ans, que quand on en a 82 ou 78. Si on a déduit ces deux raisons-là, il reste une troisième, qui est vraiment le risque intrinsèque de développer un cancer. Alors si on regarde chez l'homme, entre 1990 et 2018, l'augmentation du nombre de cas, elle est de 65%. Elle est liée pour 20% à l'augmentation de la population générale, elle est liée pour 39% au vieillissement de la population, et il reste 6% vraiment liés au cancer. Chez la femme, le constat est un peu différent. D'abord, l'augmentation est plus franche, elle est de 93%, donc c'est-à-dire que le nombre de nouveaux cas a doublé. Et ces 93%, c'est 25% liés à l'augmentation de la population générale, 23% liés au vieillissement, et il reste 45% liés au cancer. Donc c'est tout à fait gigantesque. La moitié de l'augmentation est liée réellement à l'augmentation du risque de cancer. L'autre façon de regarder les choses, c'est d'examiner le taux d'incidence standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale. C'est un mot bien compliqué, mais c'est une façon différente d'examiner la situation, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas seulement le taux de cancer, c'est-à-dire le nombre de cancers sur la population, mais on regarde le nombre de cancers par tranche d'âge, et chaque tranche d'âge est pondérée. Les nombres en soi sont pas très parlants, je vous l'accorde. 330 cas pour 100 000 personnes années chez l'homme et 274 chez la femme. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'augmentation de cette incidence-là. Chez l'homme, entre 1990 et 2018, ce TSM a eu une variation annuelle de 0,1%, ce qui est, somme toute, assez faible. Le constat est différent chez la femme, puisque cette fois, on note une augmentation annuelle de 1,1% du TSM, donc c'est tout à fait important. Et la majeure partie de cette augmentation est liée en fait au cancer du poumon. On note que le tabagisme chez la femme a beaucoup augmenté après les années 60, et cela explique sans doute l'augmentation de l'incidence du cancer du poumon. À un moindre degré, l'augmentation du cancer du sein est également en partie responsable de l'augmentation de l'incidence du cancer chez la femme. Intéressons-nous maintenant au nombre de décès survenus en 2018 en France. Plus de 160 000 décès sont survenus cette année-là en France. 10% de ces décès sont liés au cancer colorectal, et vous voyez à titre de comparaison que le cancer de la prostate n'a tué, entre guillemets, que 9% des 57% de cancers chez l'homme. Donc c'est bien moins que l'incidence du cancer de la prostate. Ce qu'on remarque là, c'est qu'entre 2010 et 2018, eh bien le TSM de mortalité a eu tendance à diminuer, et chez l'homme et chez la femme. En l'occurrence chez l'homme 2% par an, et chez la femme 0,7%, avec un âge médian au décès de 73-75 ans. Alors, on peut séparer les cancers en 4 groupes, en fonction de l'augmentation ou de la diminution de l'incidence et de la mortalité. Le premier groupe, c'est celui où on note une augmentation de l'incidence et une augmentation de la mortalité. Et dans ce groupe, on inclut le cancer du poumon chez la femme, puisque, comme je le disais précédemment, l'incidence du cancer du poumon a tendance à augmenter chez la femme, et cela sur les 3 histologies, c'est-à-dire l'adénocarcinome, le cancer à petites cellules et le carcinome épidermoïde. Chez l'homme, l'adénocarcinome a tendance à augmenter, mais on a une diminution des 2 autres histologies. Le deuxième groupe est celui où l'incidence augmente et où la mortalité est stable. Dans celui-là, le mélanome, le pancréas, le foie, le rein. Le troisième groupe est celui dont l'incidence augmente et la mortalité diminue. Dans celui-là, il y a le sein, le cancer du testicule et le cancer de la thyroïde. Donc on imagine que dans ce groupe, il y a des progrès thérapeutiques qui expliquent la diminution de la mortalité. Et enfin, le quatrième groupe, celui dont l'incidence et la mortalité diminuent, eh bien c'est dans celui-là qu'est situé le cancer colorectal. Et là, on comprend tout à fait que l'incidence diminue peut-être grâce aux stratégies de dépistage, et que la mortalité diminue aussi grâce aux progrès thérapeutiques. En résumé, en 2018, le cancer colorectal, c'est le 3e cancer le plus fréquent chez l'homme et le 2e cancer le plus fréquent chez la femme.
Et en termes de mortalité, c'est la deuxième cause chez l'homme et la troisième cause chez la femme. On voit sur ce schéma que le nombre de cancers et le nombre de décès sont plutôt en diminution, et cela chez l'homme et chez la femme. Sur ce tableau, vous notez que le risque d'avoir un cancer colorectal augmente de façon majeure à partir de 50 ans. En fait, presque 95% des cancers sont diagnostiqués après cet âge-là. Donc ça explique que le dépistage soit proposé après 50 ans. Regardons maintenant la répartition des cancers colorectaux. 70% des cancers colorectaux correspondent à des cancers sporadiques, c'est-à-dire qu'ils surviennent chez des sujets qui n'ont pas d'antécédents personnels ni familiaux d'adénome ou de cancer. On va qualifier cette population à risque moyen. Vous voyez sur cette photo que le risque relatif, on va le qualifier de 1, mais qu'en termes d'incidence cumulée, on est à peu près au cours d'une vie à 4% de risque de développer un cancer colorectal. 25% des cancers surviennent dans des formes familiales, et là pour le coup ce sont des patients qui avaient des antécédents personnels ou familiaux d'adénome ou de cancer. Là vous voyez que le risque relatif est un peu plus élevé, il est à 2-3, avec une incidence cumulée de 10-15%. Et enfin, 5% des cancers surviennent dans des situations de prédisposition héréditaire, donc vous voyez que c'est un tout petit pourcentage de cancers colorectaux, avec en premier le syndrome de Lynch, qu'on appelle aussi le HNPCC, et derrière la polypose adénomateuse familiale. Les autres syndromes de prédisposition héréditaire sont encore moins fréquents. Là, on voit un risque relatif très élevé et une incidence cumulée qui va de 40 à 100% au cours de la vie. Sur ces courbes, on s'intéresse au risque de développer un cancer colorectal lorsqu'on a quelqu'un dans la famille qui est porteur d'adénome ou de cancer. Sur la courbe de gauche, on s'intéresse à votre risque de cancer colorectal lorsque vous avez un apparenté porteur d'adénome. On voit que le risque est maximum si, par exemple, votre frère ou votre sœur ou votre enfant ou votre parent a un adénome avant l'âge de 50 ans. Là, c'est la courbe avec les points, c'est la courbe qui est au-dessus. Juste en dessous, la courbe avec des petits carrés pleins, vous voyez que si votre frère ou votre sœur a un adénome entre 50 et 60 ans, eh bien vous avez quand même un risque plus élevé de développer un cancer colorectal. La courbe la plus inférieure, celle avec des triangles, montre que si cette fois-ci votre apparenté a plus de 60 ans au moment où il développe l'adénome, eh bien là vous avez un risque qui va s'apparenter à la population générale. D'ailleurs, sur cette courbe, ils ont utilisé la population contrôle, qui en fait les époux, les épouses, alors forcément la femme, le mari généralement n'est pas de la même famille que le conjoint, à moins de se marier avec sa cousine germaine, mais du coup cette population a servi de population contrôle. Sur la courbe de droite, on s'intéresse maintenant aux apparentés de sujets porteurs d'adénome et ou de cancer. Et bien là, sur cette courbe, vous voyez bien que le risque est maximal si votre frère ou votre sœur a eu un cancer avant l'âge de 60 ans. En moyenne, les petits adénomes commencent à apparaître à l'âge de 50 ans. On voit que 10% de ces petits adénomes deviendront ce qu'on appelle des adénomes avancés. Qu'est-ce que c'est qu'un adénome avancé? Ça peut être soit un adénome de plus d'1 centimètre, soit un adénome avec un contingent vileux, parce que les adénomes peuvent être soit tubuleux, soit vileux, soit tubulo-vileux, mais en tout cas le contingent vileux fait que l'adénome est avancé. Et ça peut être également un adénome avec de la dysplasie de haut grade. Il faut en moyenne 5 ans pour qu'un petit adénome se transforme en adénome avancé. 25% de ces adénomes avancés vont se transformer, eux, en cancer. Donc le calcul est vite fait. Vous avez compris que 2,5% des petits adénomes se transformaient en cancer, en moyenne, en 10 ans. Il s'avère qu'on estime que 2/3 des cancers et des adénomes de plus de 2 cm saignent au moins une fois par semaine. Vous comprenez du coup aisément que certains de ces cancers et que certains de ces adénomes passeront au travers du dépistage du cancer colorectal par le sang dans les selles. En fait, il commence à se passer des choses déjà avant 50 ans. Dès l'âge de 40 ans, la muqueuse digestive commence à se transformer, à développer par exemple des cryptes aberrantes, et c'est ces anomalies-là qui vont se transformer dans un deuxième temps en petits adénomes.
Alors, qu'est-ce qui peut accélérer la transformation du petit adénome en cancer? Il y a évidemment des facteurs génétiques, hein, on l'a vu. Et puis, les antécédents, par exemple, les antécédents de maladies inflammatoires, de diabète, d'obésité, ce sont des facteurs qui peuvent accélérer la transformation de l'adénome en cancer. Évidemment, les facteurs environnementaux, on va en parler largement après, peuvent également accélérer cette transformation. Différents facteurs de risque peuvent expliquer la dégénérescence d'un polype. On l'a vu, la taille, le degré de dysplasie, la présence d'un contingent vileux, mais également le nombre de polypes. Donc ce sont ces éléments-là qui vont déterminer la date de la prochaine coloscopie. Si par exemple vous avez plus de 3 polypes à la coloscopie, le gastro-entérologue peut décider de faire la prochaine coloscopie non pas à 5 ans, mais à 3 ans. Vous voyez sur ces photos différentes images représentant la muqueuse simplement avec les cryptes aberrantes, et puis le petit polype, le gros polype, et puis finalement le cancer. Et maintenant, on va dans le plus en plus petit. On est parti de l'endoscopie, on a parlé de l'anapathe. Je vous montre un peu de biologie moléculaire. En fait, à chaque étape de transformation de la muqueuse normale jusqu'au cancer, il y a également des mutations qui se créent au niveau de la muqueuse. Ça commence déjà au stade de crypte aberrante par la mutation APC. On verra que le gène APC, c'est le gène qui est impliqué dans la polypose adénomateuse familiale. Et en l'occurrence, il peut y avoir des mutations somatiques de ce gène APC qui surviennent au moment de la transformation de la muqueuse. Après, il y a également la mutation de KRAS qui peut survenir. Là aussi, ça a du sens d'en parler là, puisqu'on verra plus tard que le KRAS est très impliqué en thérapeutique. Et puis il y a aussi la mutation de P53 qu'on connaît tous, et également la survenue d'une mutation en MSI.